il ne faut pas attendre, tout le monde est arrivé. De toute façon, il n'y a plus de place. Alors, merci d'être venus si nombreux. Donc, je me présente, Paul Mougel, je suis le président d'Écovillage. Et avant de... Bon, alors, on n'a pas de micro. Ben, on va en acheter un, voilà, c'est ça qu'il faudrait. J'espère qu'il y aura une bonne voix, mais on n'a pas de micro à disposition, sauf à essayer de trouver dans une salle à côté un micro. Vous m'entendez mieux là? Je vais parler un peu plus fort alors. Ah oui, ça va. Je vais parler un peu plus fort, vous me dites, hein, vous levez la main si vous ne m'entendez pas, d'accord? Bon, alors pour introduire, avant de donner la parole à Michel Thomassin, que je vais présenter tout à l'heure et qui me fait le plaisir d'être là, c'est une des premières fois qu'il vient faire une conférence à Ollemont, donc c'est un grand plaisir. Alors vous présentez un peu Écovillage, puisque donner quelques actualités sur Écovillage. Alors, Écovillage, c'est l'association des initiatives citoyennes et des actions écologiques. Voilà, c'est ça nos statuts. On a plusieurs activités, je ne vais pas toutes énumérer, vous les voyez là. Écovillage est reconnu d'intérêt général. Donc c'est une démarche qu'on a faite il y a 2 ans, qui permet de faire des dons qui sont défiscalisés. Donc ça prouve qu'on est bien positionné sur l'environnement, qu'on répond à un certain nombre de critères. Donc les chantiers nature, c'est un coup de pouce à la biodiversité, on est dans les vergers, les mares, on fait des animations à l'école. On a besoin de vous d'ailleurs, ce serait l'occasion de recruter, après on fera un petit pot, donc n'hésitez pas à venir vers nous, on a besoin d'animateurs pour aller dans les écoles. On est de plus en plus sollicités. On fait des lagages et sentiers, on entretient 19 km autour de Mont, dans les coteaux, pour faire découvrir la forêt, les coteaux. On a un Ripper Café qui se déroule ici tous les 3e mardis du mois à 17 h. Et il y a une forte affluence, les gens font la queue ici, parce qu'il y a beau avoir une dizaine d'animateurs, ils sont même presque une quinzaine maintenant. Je vois André qui est là, il y a des animateurs dans la salle. Donc venez faire réparer vos appareils. On en répare 1 sur 2, c'est les statistiques actuelles. Alors maintenant les annonces, on va avoir un stage pour apprendre à greffer le 18 mars. Monique Ferry qui est là, voilà, va animer comme tous les ans, c'est très intéressant et vous repartez avec des petits arbres qui sont greffés. 2032 En 20 232. Ah oui, 20 232. Ah oui, mais vous n'avez pas besoin de mes lunettes, c'est bon. Alors celle-là elle est bonne à vous. Donc là c'est une conférence qui a lieu la semaine prochaine, le 8, qui est organisée par la mairie de Houdemont. Et on avait l'intention de faire la même, donc on l'a fait ensemble. C'est comment rénover son logement, sa maison, comment faire une isolation par l'extérieur. Voilà, et puis on a besoin de témoignages. Si vous avez isolé votre maison de manière globale et performante, vous pouvez venir expliquer techniquement ce que vous avez fait. Ça nous intéresse beaucoup d'échanger les différentes techniques entre nous aussi. Donc là, c'est de 8 à 18 h dans cette salle également. Et puis il y a le stage de taille qui arrive le 12 mars, et je crois que le président vient d'arriver, Michel Jacquemin, président des Croqueurs de Pommes. Merci Michel d'être là. Il y a d'autres présidents que je n'ai pas salués, il y a 2 présidentes, et merci d'être venus, il y a d'autres associations. Alors il y a peut-être un problème de date encore. Alors c'est le 11. C'est le 11. Bon, voilà, Tous les ans, oui, c'est le 11. C'est le samedi à 14h15. Voilà. Le samedi 11. Voilà, donc on arrive au thème de cette conférence. Je vois que donc on a eu cette idée de faire des conférences sur les arbres fruitiers quand on a eu la remise du prix Picoré. Le prix Picoré, c'est un prix qui est remis tous les ans par la Société centrale d'horticulture de Nancy, la CH. Voilà, donc Michel fait partie, et la métropole. Donc c'est la société d'horticulture qui fait le jury, qui va visiter les sites, ils sont venus voir nos coteaux, nos vergers, nos réalisations. Et on a été distingués, mais il y en a eu d'autres qui ont été distingués les années précédentes et ensuite, donc c'est tous les ans. Mais ça a surtout l'avantage d'avoir un chèque de 1 000 € de la métropole. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà. Donc maintenant, Michel, on ne te présente plus, tu es quand même très connu sur la place. Donc moi je sais que tu es un passionné de jardinage, de nature. Tu es un ancien directeur des parcs et jardins de la ville de Nancy, c'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs. Tu es un apiculteur aussi, on a des points communs, pas mal. Et puis tu fais partie de plusieurs associations, bon, ça c'est un fiacre aussi, voilà. Il y a plein de choses. Bon alors, voilà, on va passer maintenant à toi.
Voilà Michel, à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Est-ce que tout le monde entend ou il faut parler encore plus fort? Non, ça va? Alors, la première chose, je vais faire un petit rappel, parce qu'on dit toujours planter des arbres, mais pourquoi planter des arbres? À quoi ça sert? Donc la première chose, un arbre, et tous les végétaux d'une manière générale, mais c'est plus facile avec l'arbre, ils travaillent de deux façons. Il y a donc la terre ici, les racines, et la partie aérienne, avec les feuilles persistantes ou non. Donc vous avez, on va faire simple, hein, une partie de sève qui monte et une partie de sève qui redescend. Donc la sève brute ici, elle, sous l'influence du soleil, il y a une transformation qui se fait et la sève élaborée, ce qui reste, qui n'est pas utilisé, redescend avec les fixations de carbone, différentes choses. Mais surtout, ce qui nous intéresse lors de cette réaction chimique avec la lumière et avec le soleil, c'est l'oxygène, hein, je veux dire, qui est libéré et le gaz carbonique qui est fixé. Donc, une chose aussi, il faut savoir qu'un arbre, il respire, enfin tous les végétaux respirent comme nous, de jour comme de nuit. Hein. Donc, dans la journée, il est comme nous, il a besoin d'oxygène, mais globalement, par la photosynthèse, il en rejette beaucoup plus. Hein. Donc, c'est pas demain qu'on va manquer d'oxygène. Hein. Et globalement, il fixe le carbone. Hein. Donc, on va voir aussi à quoi ça sert. Tout ce qui redescend ici, au niveau de la sève élaborée, c'est de l'alimentation pour toute la faune du sol. Hein. Donc, ça aussi, c'est très très important. C'est des sucres, hein, différents sucres pour les champignons, pour des bactéries, enfin tout ce qui vit au niveau du sol. Donc un autre document, là c'est peut-être un peu plus difficile à lire, mais bon, pas trop le choix. Et donc c'est pour expliquer, je veux dire, un arbre, hein, donc la partie de la couronne, comme on appelle, elle correspond à peu près à la même surface au niveau de l'enracinement. Hein. Ça aussi, il faut bien se souvenir, je veux dire, s'il y a des branches en extrémité assez longues, ben vous avez la même chose en dessous. Donc la partie aérienne, on vient de voir la photosynthèse avec le soleil et la sève, mais il y a aussi les arbres pondent et transpirent. Donc un arbre dans une journée ensoleillée, un arbre, on va dire qui a quand même un âge adulte, hein, au moins d'une trentaine d'années, il pompe entre 80 et 200 litres d'eau. Donc la quantité d'eau, il la puise dans le sol, et l'eau, elle est évaporée. Donc ça crée quand même un microclimat. Il faut savoir que sous l'ombre d'un arbre, on baisse la température environ de 5 à 7 degrés. Ça aussi, c'est important. Je veux dire, on plante des arbres sur les rues, entre autres en ville, près des maisons et tout, ou près d'une terrasse. Enfin, il faut savoir que sous l'ombre, on gagne à peu près 5 à 7 degrés. Donc la partie inférieure, on va dire là, tout ce qui est dans la terre, hein, qu'on ne voit souvent pas. Donc vous avez un enracinement qui est différent suivant les essences. Et ça, on va y revenir plusieurs fois pour la résistance à la sécheresse, en gros. Donc vous avez un enracinement qui est traçant, comme ici, et vous allez avoir un enracinement avec un pivot qui va, lui, descendre beaucoup plus. Alors, le plus typique au niveau des pivots, c'est le noyer. Hein. Mais bon, c'est pas l'arbre idéal, mais bon, c'est quand même lui qui a le pivot le plus intéressant. Après, c'est les poiriers. Quoi dire d'autre? Au niveau des micro-organismes, toute cette partie-là, je veux dire, de faune, entre autres, qui travaille en permanence, est très très importante pour la nourriture des végétaux. Hein. C'est ici que les sels qui sont au niveau du sol sont transformés. C'est là que les bactéries travaillent, entre autres pour l'azote, enfin, les trois éléments principaux, l'azote, l'acide phosphorique et la potasse, que la plante va assimiler, hein, pour fonctionner normalement. Donc c'est puisé dans le sol, ces éléments, et c'est ici que ça se passe. Donc avec les champignons, avec les bactéries et tout ça. Donc suivant l'eau, la chaleur, le travail est totalement différent. Hein. Mais ça, on va... tout à l'heure, j'en reparlerai, mais par exemple, à l'automne dernier, après la sécheresse, la terre était très chaude, on a eu une quantité d'eau très très importante. Donc les bactéries se sont mises à travailler d'une manière très très importante, ont libéré beaucoup d'azote, hein, et fonctionnent à outrance. Et la deuxième chose, l'azote n'est pas consommé parce que la végétation ralentit au niveau des végétaux, et l'azote il percole et il descend puisque ce n'est pas fixé par le sol.
et par le complexe argilo-humique, mais ça va être un peu trop long, on va s'arrêter. Et l'eau va au niveau des sources, hein, elle va polluer les ruisseaux, va polluer différentes choses. Hein. Donc au niveau du monde agricole, quand on parle de pollution avec l'azote, ça vient de là, hein, je veux dire. Après, ça dépend ce qu'on met sur la terre, si on met du fumier, si on met du compost, enfin différentes choses. Mais il faut savoir que c'est les bactéries qui travaillent au niveau du sol qui, elles, libèrent l'azote qui, après, puisqu'il n'est pas retenu au niveau du sol, descend et va polluer. Donc, voilà à peu près pour recadrer pourquoi, je veux dire, on plante des arbres, hein, je veux dire, et de manière générale, on parle d'arbres, mais tous les végétaux. Donc là, on va voir les différentes formes de végétaux au niveau d'un arbre fruitier ou d'un arbre décoratif. Hein, c'est à peu près la même chose, hein, je veux dire, et ce qu'on peut utiliser et comment les utiliser. Donc, on a toujours le sol, hein, qui restera là. Donc au départ, on a un porte-greffe. Hein. Tout à l'heure, on a vu Monique a des porte-greffes, elle va amener des greffons. Donc le porte-greffe, il est en dessous, il est ici. Et puis on va mettre ici un greffon. Et après, le greffon va faire une tige. Je veux dire, on greffe éventuellement ici, sur les arbres fruitiers. Sur les végétaux d'ornement, c'est plus rare. Hein. Mais en général, bon, il y a une greffe qui se fait ici. Et suivant le porte-greffe qu'on a planté, si on a planté un porte-greffe de faible végétation, on peut avoir des végétaux qu'on gérera facilement en gobelet ou en palmette. Si on a un porte-greffe de grosse végétation, on va avoir un arbre-tige ou demi-tige. Hein. Alors, la tige, elle peut faire 2,20 m, elle peut faire 1,50 m, 1,80 m. C'est la même chose, hein. Le comportement de l'arbre est tout à fait identique, à part qu'il est plus court pour travailler, pour aller faire la récolte, différentes choses. Si on décide de faire autrement, on peut faire ce qui est ici, une quenouille. On peut faire aussi une CP, c'est-à-dire qu'on a coupé l'axe principal, et vous voyez, il y a des ébauches ici qui se font, et on a 2 ou 3 branches, si vous voulez, qui vont démarrer, et on a une CP. Alors les CP, c'est beaucoup plus utilisé en ornement qu'au niveau des arbres fruitiers. Donc ici, c'est un gobelet, donc ça c'est une forme, si vous voulez, comme les formes là, des formes fruitières. Hein. Ça existe très peu en ornement, c'est la CP. Donc quand on parle de plantation, je vous en parlerai plusieurs fois, ça c'est un sion. Donc c'est-à-dire qu'il a été greffé ici, et c'est la pousse d'une année. On parle de sion, on achète un sion, c'est la pousse d'une année. Donc on a un porte-greffe et on a une variété au-dessus. Alors, variété fruitière ou variété d'ornement, hein, c'est la même chose. Alors ici, on a des formes avec des porte-greffes de végétation faible, on a des formes fruitières, mais moi, je veux dire honnêtement, je les conseille très peu. Hein, je veux dire, c'est des végétaux, si vous les construisez, ça peut être intéressant. Si vous les achetez, c'est un prix d'achat relativement élevé, et c'est pas toujours facile à gérer. Je vous montrerai tout à l'heure une autre façon de gérer les arbres fruitiers beaucoup plus facilement. Alors, cette forme-là de cordon, hein, cordon simple ou cordon double, ça peut être intéressant pour border un jardin. Hein. C'est souvent là qu'on les retrouve, en bordure d'allée, je veux dire, du jardin. Et là, c'est relativement facile aussi à gérer. Alors, les arbres, on va les greffer, et derrière, on aura des résultats différents. Hein. Suivant l'espèce qu'on a greffée, on aura une forme ovoïde, comme le tilleul, hein, c'est l'arbre, une forme plus conique. Hein, certains tilleuls aussi ont une forme plus conique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les charmilles, quelque chose. Une forme plus colonnaire. Donc c'est surtout ces végétaux de cette forme-là qui vont nous intéresser aujourd'hui pour planter au niveau des petits jardins. Hein. Les deux formes ici, ce qu'on appelle les formes fastigiées, hein, aux colonnes étroites et les colonnes larges. Alors, on a aussi une autre forme qui nous intéressera, c'est les formes boules, au niveau de l'ornement, hein, pas au niveau des arbres fruitiers. Et la forme pleureuse, enfin arbre pleureur ou forme pleureuse, on trouve quelques végétaux, et ça peut être intéressant dans un jardin d'ornement. Alors, ici, on trouve encore dans certains villages, hein, c'est des photos qui sont du secteur ici,
des arbres qui sont palissés contre les façades. Alors souvent on a des poiriers, donc je vous ai dit le poirier il a un enracinement très profond, et je veux dire, et pas des racines qui vont poser problème avec les fondations, et on palisse le poirier sur les façades. Alors on a d'autres végétaux qu'on peut palisser, le poirier est relativement facile au niveau de la taille, ou même s'il n'est pas taillé, on arrive à faire quelque chose. Les végétaux qui sont aussi palissés, qui sont très intéressants, ce sont les noyaux et entre autres les abricotiers. Donc c'est très intéressant de palisser un abricotier. On est quasi sûr, s'il est bien exposé, d'avoir une récolte tous les ans. Mais moi par exemple, au niveau de l'évolution, j'ai planté un kaki pomme, je pense que vous voyez tous ce que c'est. Donc il est palissé comme ça contre le mur au niveau de l'habitation. Et encore cet hiver, il y a le soupirail du sous-sol qui donne. La partie qui était juste au-dessus, elle n'a pas gelé, et tout le restant a gelé. Et globalement, j'ai cueilli 3 kakis sur la branche qui était là. Donc vous voyez que, première approche, on plante des végétaux qui sont plus de chez nous, on va dire comme ça, en disant c'est le réchauffement climatique, et puis différentes choses. Et pour finir, on n'est pas sûr non plus du résultat. Alors, je vous ai parlé de Sion tout à l'heure, et voilà une autre façon de faire une haie fruitière. Alors, elle peut être faite ici, en cordon oblique. Donc, c'est un Sion qui a été planté. On voit ici le bourrelet de greffe, qui ne doit jamais être enterré, il reste au ras du sol. Et là, on l'incline à 45 degrés. En principe, le soleil doit venir comme ça dessus. Maintenant, ce n'est pas toujours facile, mais essayez que la lumière arrive dessus au niveau de l'orientation, plutôt que le nord. Donc, voilà. Donc ça, ce sont des arbres qui sont plantés et donc greffés sur un porte-greffe. Alors, je vais donner EM9, ça vous dira peut-être rien, mais si un jour vous cherchez des porte-greffes, je ne sais pas ce que rentre Monique pour greffer, si elle rentre de l'EM9 ou ce qu'elle rentre. EM9, EM106, et puis quelques propres. Alors EM9, c'est le porte-greffe idéal, je veux dire, pour faire des petites végétations. Donc le Sion a été planté, le bourrelet de greffe au ras du sol est incliné. Donc au départ, il faut mettre 3 fils de fer et on met une baguette de noisetier ou on met un bambou pour l'accrocher au départ. Et après, si vous voulez, on taille les arbres fruitiers tous les ans. C'est pas plus compliqué de tailler des arbres fruitiers, on y reviendra, que de tailler une haie de Troène ou une haie de Thuya. L'objet de tailler, c'est vrai, on ne se pose pas la question, quand on taille, on ne regarde pas les bourgeons, mais là, on y reviendra, c'est intéressant de chercher les bourgeons, de chercher la mise à fruit, enfin différentes choses. Et ce qu'il y a, c'est planter tous les 1m20, 1m50 entre les pieds, minimum 1m20 jusqu'à 1m50, et ce qui permet d'avoir un échelonnement de production depuis les Sainte-Anne, la pomme emblématique du mois de juillet, jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, vous allez récolter entre 5 et 7 kg, 10 kg les bonnes années, enfin ça dépend des variétés de pommes. Vous allez les récolter, je dis, de juillet jusqu'au mai, l'octobre, enfin je veux dire, début novembre. Et si vous les conservez correctement, parce que ça aussi, les 3 quarts du temps, les gens ne savent pas conserver les pommes. Donc les pommes, en vieillissant, si on veut dire, en mûrissant, elles dégagent de l'éthylène. Donc il faut surtout, la première chose, un local très aéré. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, dans un local qui reste hors gel, mais qui reste entre 5 et 10 degrés, ça pose aucun problème. Mais surtout, quelque chose d'aéré. Ça, c'est impératif. Si vous fermez, l'éthylène ne peut pas partir, ça mûrit très vite et vos pommes ne se conservent pas. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre que je n'ai pas parlé Donc un autre porte-greffe, puisque j'ai parlé de l'EM9 pour les petites végétations, un autre porte-greffe qui est courant aujourd'hui maintenant, qui prend, je veux dire, le pas sur un, on a cultivé longtemps avec du 106. Donc le 106 avait un avantage, il produisait rapidement, il était facile au niveau des reprises avec les greffons, je veux dire, assez standard, et on s'est aperçu au fur et à mesure des années de 2 choses. Le 106 était très intéressant pour les rongeurs, entre autres les mulots, raffolaient d'aller manger les racines, donc ça posait problème. Et surtout le 106 c'est un enracinement très faible.
Donc l'enracinement faible et assez superficiel pose des problèmes avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on remet un autre porte-greffe qui existait mais qui était peu développé, qui s'appelle le M7. Je ne sais pas si c'est les M7 que tu as rentré, non, des francs, non? Michel? Pas encore. Nous, on a un M26 qui est un intermédiaire entre M9 et M106. C'est ce qu'on est en train d'essayer. Là, je sors, là, on vient de traiter nos porte-greffes, puisqu'on fait notre journée demain. Donc, on a du M9, du M26 et du M106. Alors aujourd'hui, essayez. Mais on est en recherche. Oui. Le M9, il n'y a aucun problème. Le M7, moi j'ai déjà essayé, le résultat n'est pas trop mauvais. Au centre de la Canexie, en Moselle, tout ce qui est vendu est commercialisé sur du M7 avec un résultat qui est assez intéressant. Donc essayez de limiter le 106. Et donc, au niveau porte-greffe, il y a toujours les francs. Donc le franc, il faut savoir que c'est quelque chose de puissant. Vous pouvez avoir des francs vous-même en souvent des pépins ou des noyaux, sans aucun problème. Mais vous avez une grosse végétation et il faut compter environ 7 à 10 ans avant d'avoir une production. C'est ça le problème. Alors que vous faites une haie fruitière comme ça, dans les 3 ans, vous faites des récoltes. 2 ans ou 3 ans, ça fructifie tout de suite. Et bien sûr, au départ, on cueille une dizaine de fruits, mais je veux dire, dans les 3-4 ans, vous cueillez 5 kilos de pommes ou de poires, sans aucun problème. Alors, aujourd'hui, pour les petits jardins et pour les balcons, là, entre autres la société Delbar, c'est surtout eux qui ont mis ça au point, et aujourd'hui, il y a d'autres sociétés, les arbres fruitiers en colonne. Alors, ça peut être une solution, je veux dire, j'en connais plusieurs qui en ont planté. Au départ, ils ont mis ça dans des pots, sur des balcons, c'est pas fait pour ça. Même si c'est vendu comme ça au départ, c'est pas fait pour ça. Un pommier, surtout au niveau de l'arrosage, toute la belle saison, ou un poirier, il a besoin d'être dans le sol. Donc, replanter correctement dans le sol, après, c'est un bon comportement, je veux dire, et une taille assez facile à gérer et une fructification intéressante. Alors, vous voyez ici, on voit bien le bourrelet de greffe, là, vous voyez, on le voit bien là sur chaque ras. Alors, au niveau porte-greffe, différentes choses. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue la plantation? Est-ce que c'est des pommiers, les porte-greffes? Est-ce que c'est des pommiers? On en a parlé là. J'ai parlé de pommiers, de poiriers, et pas de poiriers, je veux dire, ni de fruits à noyaux. Mais dans chaque type de fruit, vous avez des porte-greffes adaptés. Sur les poiriers, vous avez le franc, bien sûr, avec des adaptations, je veux dire, pour les producteurs. On ne fait plus du franc de pépin indirectement, mais bon, c'est quand même un franc. Et vous avez un autre qui s'appelle le BA29. Donc lui, il vous donne une végétation moyenne, je veux dire, au niveau du poirier. Mais si vous le guidez, comme on a vu les cordons là, ici de pommier, vous pouvez guider les poiriers de la même façon. Alors, il y a deux solutions. Le BA29, qui a une végétation quand même un peu plus forte, sinon il y a du cognacier. Alors, pour les cerisiers, on a, je veux dire aussi la même chose, un cerisier à forte végétation et un cerisier, je ne sais pas comment il s'appelle, ça me revient pas, Maxima 14. Donc lui qui a un cerisier à végétation limitée. On n'aura pas le même effet, si vous voulez, que sur le porte-greffe du pommier avec le M9, mais c'est une végétation quand même beaucoup plus maîtrisée que sur les cerisiers qui viennent immenses. Alors, ce qui est intéressant avec le Maxima 14, c'est de faire, comme on a vu dans les premières formes, là, des gobelets ou des pyramides avec les cerisiers. Donc c'est facile à cueillir, c'est facile à tailler et à entretenir, et vous n'avez pas un gros développement. Alors, tout ce qui est prunier d'une manière générale, Mirabelle, Quatch, c'était greffé pour beaucoup sur du mirobolant. Le mirobolant pose quelques soucis parce que le mirobolant, il a une végétation très très forte et il drageonne beaucoup. Alors on a des drageons qui redémarrent à gauche à droite au niveau de la végétation. Donc là aussi, il y a des porte-greffes qui sont mis au niveau du commerce maintenant et qui sont mieux adaptés.
Et entre autres, les fruits à noyaux sont plus sensibles au niveau du sol. On va y revenir, hein. Je vous ai dit, le sol est très très important, mais vous avez des sols sableux, vous avez des sols argileux, et l'arbre a un comportement différent. Donc les fruits à noyaux, entre autres, les pêchers et les abricotiers vont aller plutôt vers des sols assez sableux, mais s'ils sont greffés sur du mirobolant, ben, ça convient, on va dire, tout juste. Les pruniers, les mirabelliers et les cochiers, eux, ils aiment bien les terres argileuses et plus profondes. Donc avec le mirobolant, ça se passe moyennement, mais souvent ça s'asphyxie. Hein. Au niveau du sol, les porte-greffes sont asphyxiés. Enfin, l'arbre végète, il y a une asphyxie qui se fait. Donc aujourd'hui, il y a deux types de porte-greffes qui sont mis au commerce avec des végétations plus ou moins fortes. Il y en a un qui s'appelle Torinelle et l'autre qui s'appelle Jaspi. Alors, c'est des recherches qui sont faites justement pour les terres très argileuses, hein, qu'il n'y ait pas d'asphyxie au niveau des racines. Alors, je ne sais pas, j'en ai planté cette année 2 mirabelliers, on verra si, pour faire un essai, je veux dire, avec ces nouveaux porte-greffes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les porte-greffes? Il avait quel âge, là, le Delbar, là, à peu près, le pommier? Ça, Ouais, 5 ans. 5 ans. Entre 3 et 5 ans. Vous avez vu le sillon, hein, je veux dire, ça c'est une haie fruitière qui a 20 ans. Mais dessus, sur une tige, là, c'est une variété, hein, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'intérêt. C'est chez moi, hein, je vais vous dire, je cueille 10 kilos facilement de pommes régulièrement. Et ça monte pas plus haut, le Delbar, là, il est à taille adulte? Bah après, si vous voulez le Delbar, il faut le tailler, hein, c'est comme le reste. Il va commencer, là, il fructifie beaucoup, il y a peu de végétation. Mais à un moment ou à un autre, comme l'année dernière, il y a un peu de gel, il y a peu de fruits, ben, la végétation va être plus forte. Hein, je veux dire, la sève n'est pas absorbée par les fruits, donc la végétation se développe en feuilles. Donc là, et après, il faut le tailler. Hein, je veux dire, c'est assez facile, je veux dire, grosso modo, de mettre 50, hein, pas plus haut. Donc au niveau des plantations, la première chose, les distances de plantation. Donc il faut savoir si votre arbre ne dépasse pas 2 mètres, vous plantez à 50 cm du voisin. Si votre arbre dépasse les 2 mètres, ben, il faut que vous déportiez à plus de 2 mètres. Ça c'est la première chose. Après quand on plante un arbre, ben, on fait un trou. Je veux dire, on fait un trou 60-70 cm au carré, en profondeur. On sort la terre végétale d'un tas, la terre du fond d'un autre tas. On ne mélange pas les terres, hein, ça c'est important. On ameublit le fond du trou, hein, je veux dire, parce que si on est dans de l'argile, ben après ça fait une fosse, hein, je veux dire, et puis à un moment l'arbre, enfin ce que vous avez planté de manière générale, le végétal il est comme un nénuphar, et puis après ben, c'est le contraire, ça s'assèche, et puis la soif. Hein. Donc n'oubliez pas d'ameublir comme il faut le fond du trou. Donc, qu'on plante en motte ou en racine nue, vous avez ici ce qu'on appelle le collet. C'est la partie où l'arbre était cultivé et ce qui était au ras du sol. Donc, le collet, il doit toujours rester au ras du sol. Donc, vous voyez ici, il y a un bâton qui est mis, mais quand on travaille, on ne va pas chercher obligatoirement un bâton. Hein. On prend sa bêche ou la pelle qu'on a sous la main et puis on la met en travers du trou et on a tout de suite le niveau. Hein. Je veux dire, quand vous commencez à reboucher votre trou, à remettre de la terre végétale, de la bonne terre pour que les racines arrivent dessus. Je veux dire, vous posez votre motte et vous savez tout de suite si vous êtes au niveau du sol. Hein. Le collet des arbres ne doit pas être enterré. Donc, j'ai dit au niveau des bourrelets de greffe, mais pareil au niveau du collet. Hein. La hauteur, je veux dire, le végétal, il a été cultivé et on doit respecter ce collet. Donc après, on ramène la bonne terre, hein, enfin je veux dire, on termine par la mauvaise terre dessus, hein, même si certains vous diront mélange, enfin bref, la terre, les bestioles, enfin tout ce qui est bactéries et micro-organismes, aérobies et anaérobies sont mélangés. Globalement, c'est au niveau des racines qu'il faut qu'il y ait de la vie au départ. C'est surtout ça. Donc voilà, après on arrose, hein. Ça c'est la partie importante, surtout avec ce qui se passe en ce moment.
Alors plantation qui a été faite de préférence à l'automne, bien sûr, on peut planter jusque fin mars, et si on achète des végétaux en conteneur, on peut planter toute l'année, mais je veux dire, l'arrosage est très très important. Donc en général, quand on plante au mois de novembre, hein, je veux dire novembre, décembre, quand il n'y a pas de gelée, on arrose très peu. Mais à cette saison, avec ce qui se passe, même si ça a été planté au mois de novembre, moi je peux vous dire qu'il faut arroser. Hein. La terre est plus que sèche, et si vous plantez maintenant, il faut arroser. Alors, arroser, c'est arroser copieusement. Et on arrose une fois, et on ne reviendra pas avant 15 jours, 3 semaines, ça dépend le temps qui va venir, et quelquefois un mois avant d'arroser. Mais on n'hésite pas à mettre 30, 50 litres d'eau. C'est pas, je veux dire, un arrosoir pour 3. Hein. C'est 30 litres, 50 litres pour une plante. Hein. Donc après, cet arbre, enfin je veux dire le végétal qui a été mis en place, il faut le tutorer. Hein. Donc il y a plusieurs solutions. Voilà. Ici, donc c'est des arbres, des grands arbres hein, qui sont plantés en alignement. Donc des tuteurs qui sont mis par 3 ou par 4, qui sont solidaires par des planchettes. Et vous voyez ici une corde, hein, je veux dire, qui serre le tronc de l'arbre et qui l'empêche de bouger. Hein. À chaque coup de vent, je veux dire, vous voyez la portée que ça a. Quand le vent est assez fort, bah, ça bouge aussi au niveau des racines. Donc un arbre qui vient d'être planté, qui a des radicelles relativement fragiles, à chaque coup de vent, il va bouger, les racines vont casser. Donc stabilisez bien les végétaux quand vous plantez. Donc ça, c'est une solution, hein, je veux dire. Une autre solution qui est actuelle, mais je vais vous montrer autre chose après, moi qui les soit juste derrière. Bon, on y reviendra après. Une autre solution de tutorer, c'est de mettre un tuteur, mais on va le voir après, hein, un tuteur de biais, et c'est surtout quand on a des mottes, mais on va le voir. Donc ici, c'est les plantations qui se font aujourd'hui, surtout dans les collectivités, hein, je veux dire, et des fois les gens se demandent pourquoi c'est planté comme ci ou comme ça. Donc les eaux de ruissellement des chaussées, d'une manière générale, elles descendent, et ça s'appelle des noues plantées. Donc on plante les végétaux, on couvre le petit talus du petit fossé qui a été fait, avec du lierre, avec ce qu'on veut, hein, on va avoir différentes plantes, et vous voyez l'eau s'accumule. Donc l'eau peut redescendre, il y a moins de ruissellement, il y a moins d'eau qui va à la rivière, et l'eau redescend au niveau de la terre. C'est ce qu'on appelle plantation. Nous planter. Alors ça c'est plutôt pour les collectivités, à moins que vous plantiez un alignement à l'entrée de votre propriété, ça peut se faire aussi comme ça. Donc on plante, je veux dire là c'est un exemple avec un talus, hein, qu'on plante à plat ou qu'on plante un talus, les choses sont à peu près identiques. Donc aujourd'hui on voit encore de trop souvent les bâches hein, plastiques et on fait un trou. Et puis le plastique, il met 10 ans, 20 ans, 50 ans à se dégrader. Aujourd'hui, vous avez des bâches hein, qui sont faites pour ça, avec des résines de maïs qui durent à peine une année. Ici, avec du textile qui vont se dégrader entre 3 et 5 ans, suivant ce qu'on va y planter. Hein, je veux dire. Et pareil, on fait un petit trou et on plante. Donc on peut planter des arbustes qui vont faire un couvre-sol. Et puis quelques arbres, hein. Ici il y a un arbre, ici il y a un autre arbuste, qui vont ponctuer la plantation. Ça aussi, plusieurs fois, je parle de ponctuer la plantation. Et par exemple, on a parlé des cerisiers. Dans un jardin, un petit jardin, vous plantez un cerisier qui est greffé sur un maxima, vous le gardez comme un gobelet, et vous cueillez des cerises, hein. Il va monter un maximum entre 3,50 m et 4 mètres. Et ça permet de ponctuer aussi dans le jardin. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé de basculer tout avec l'ornement. On peut mélanger facilement les fruitiers et les ornements. Donc, si vous avez un talus à planter ou même une surface plate, évitez de planter avec du plastique. Hein. Je voyais encore hier à Jarville, là, la SNCF, ils plantent des grands talus. Tout est couvert avec du plastique. Enfin, il ne faudrait plus en fabriquer, comme ça on l'utiliserait. Ben, c'est comme ça. Donc une autre solution de couvre-sol, là on a vu les nids plantés, hein, mais on peut le faire avec différentes choses. Et là par exemple, hein, bon ça c'est sur une chaussée, hein, c'est sur une voirie,
mais ça peut être intéressant aussi pour un particulier chez lui. Vous plantez, je veux dire, en bordure de votre allée de garage ou près de votre terrasse ou quelque chose. On laisse un trou en pleine terre, hein, je veux dire, assez grand, hein, au minimum d'1 mètre sur 1 mètre. Et après, on peut garnir avec des plantes vivaces, avec différentes choses, cette surface. Hein. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que la surface de la couronne correspondait à peu près aux surfaces de racines. Donc quand on plante ici en couvre-sol, comme ici, il y a une concurrence qui se fait entre la racine de l'arbre et la racine de la plante vivace ou de ce que vous allez amener, la graminée, enfin ce que vous voulez. Il y a une concurrence qui va se faire. Donc quand on plante en même temps, les choses s'équilibrent et chacun trouve sa place. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des végétaux qui sont adaptés justement à la concurrence, qui supportent la concurrence des racines. Alors, vous avez différentes plantes, hein, il y a des épimédiums, des lyriopes, enfin, il y a une collection de plantes vivaces, entre autres, et certaines graminées aussi, qui sont adaptées justement et qui vivent en symbiose, si on peut dire, mais pas vraiment de symbiose, mais qui vivent correctement avec les racines des végétaux. Donc là, c'est une autre plantation, des graminées, hein, on peut faire avec plein de choses. Et là, on voit une plantation ici. On voit le tuteur de blé, mais je crois que j'en ai une autre. Hein. Il y a des tuteurs droits, vous les voyez ici. Donc, quand on plante une racine nue, on positionne le tuteur dans le trou avant de positionner l'arbre, hein, pour ne pas casser les racines. On positionne le tuteur au centre et on vient appliquer l'arbre à racine nue. Et la motte, pour ne pas éclater la motte, on plante le tuteur de biais, ce qui permet que le tuteur soit en dehors de la motte. Et après, il y a toujours une attache. Alors, l'attache, elle peut être de différentes façons. Hein. Éviter le fil de fer, parce que quand les attaches restent, après, ça blesse les arbres. Donc, l'attache la plus simple, c'est d'attacher avec de l'osier. L'attache, aujourd'hui, on trouve toutes sortes de produits, mais les ficelles de cisaille, torsadées et tout, on sait qu'en 2-3 ans, la ficelle de cisaille va se détruire. Et même si vous n'intervenez pas, globalement, il n'y aura pas le fil de fer qui va bloquer l'arbre au niveau des écorces. Et après, on a des fois les arbres qui cassent, enfin, ça pose que des problèmes. Hein. Je veux dire, l'arbre n'arrive pas à se développer, les vaisseaux n'arrivent pas à circuler, on fait un étranglement. Et un jour ou l'autre, ça casse ou l'arbre ne pousse plus. Alors, au niveau des plantations, quand on plante en mode, je vous ai parlé globalement dans ce qu'on a vu sur la plantation d'un arbre en mode, et quand on plante des racines nues, il faut rafraîchir la coupe. Alors, les racines, donc, elles ont été arrachées il y a 8 jours, il y a 1 mois, il y a 2 mois. L'arbre, s'est baladé à différents endroits. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avec votre sécateur ou un couteau qui coupe bien, mais le plus facile avec un sécateur, vous rafraîchissez à peu près 1 cm maximum, et vous essayez de faire un plat pour que ce plat va appuyer au sol. Hein. Ne faites pas l'inverse. Hein. Je veux dire, évitez quand vous taillez que la coupure que vous allez faire va s'appuyer sur le sol et non regarder le ciel. Alors, dans les végétaux en racines nues, c'est pratiqué, pas pratiqué. Hein, beaucoup le font encore, mais bon, je veux dire, globalement, dans les collectivités, quand on plante, c'est toutes des choses qui sont passées complètement à la trappe. Hein. Il y a ce qu'on appelle le pralinage. Hein. Donc, dans une brouette, dans quelque chose, un récipient assez grand, un bac et tout, hein, on mélange de la terre, éventuellement de la bouse de vache, comme dans le temps. On met de l'eau et puis on fait une mélasse assez solide et puis on trempe les racines dedans pour stimuler justement l'enracinement. Voilà. Ça sert juste à ça, stimuler l'enracinement. Alors avant qu'on continue, est-ce que vous avez des questions ? S'il vous plaît. Concernant des sols calcaires, comment est-ce que vous embellissez le fond du trou? Est-ce que vous mettez du terreau? Qu'est-ce que vous mettez? Attendez, je suis pas sûr. Dans un terrain calcaire, pour le fond du trou, pour l'ameublir, est-ce qu'on peut utiliser carrément du compost? Est-ce qu'on peut utiliser
des terres mélangées. Dans un terrain calcaire, vous avez deux choses. Enfin, la première, c'est où il y a des pierres, ben, il faut enlever le maximum de pierres à la baramine ou quelque chose. Hein. Et je veux dire, et après, vous allez apporter du compost pour améliorer la terre, mais vous n'allez pas, dans les 50-60 cm au carré que vous allez faire, ou au cube, c'est pas le sac ou les 2 sacs de compost qui vont changer. Donc là, c'est l'importance du porte-greffe. Donc il y a des porte-greffes qui sont adaptés, j'ai parlé d'asphyxie, j'ai parlé d'enracinement profond. Il y a des porte-greffes qui sont plus adaptés au terrain calcaire, on va dire comme ça, ou empierré, et d'autres porte-greffes qui sont plus adaptés, je veux dire, au terrain argileux ou sableux. Donc là, on a donné le standard pour les arbres fruitiers, mais pour les arbres d'ornement, entre autres, mais aussi sur les arbres fruitiers, on greffe, mais ça, certaines pépinières le font, et il faut contacter vraiment le pépiniériste. Vous avez des pépinières qui greffent sur de l'épine blanche. Je vois, vous voyez tous ce que c'est que l'épine blanche, non? Enfin, l'épine noire, c'est un prunus, qui va fleurir la première d'ici peut-être une vingtaine de jours, ça dépend le temps. Donc c'est ce qui fait Les prunelles. les prunelles, voilà, acre là. Et l'épine blanche, elle a déjà l'écorce qui est grisâtre, elle fleurit blanc aussi, mais en ombelle. Et après, elle fait des fruits que les oiseaux mangent. Donc l'épine blanche est souvent utilisée dans les pépinières pour greffer justement si vous avez un terrain trop calcaire. Alors sur un sol argileux, là, est-ce qu'on peut mettre effectivement du compost Sur toutes les plantations que vous faites, vous pouvez mettre du compost. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le végétal n'est pas fait pour vivre dans le compost. Non, tout à fait, il faut le mélanger. Obligatoirement, il faut le mélanger. Bon, vous avez préparé votre trou, vous avez votre motte ou vos racines nues, vous mettez moitié d'un sac de compost ou de seaux de compost, vous le mélangez avec la terre que vous allez remettre dessus ou quelque chose, mais ne plantez pas que dans du compost. Premièrement, le compost, il n'est pas dégradé complètement, donc la matière organique que vous amenez, les micro-organismes du sol vont utiliser l'azote au détriment de la plante, c'est très très compliqué. Je veux dire, tout ce qui va rentrer en ligne de compte, mais c'est ce que je vous ai expliqué dès le départ. La vie du sol, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Je veux dire, c'est fonction de l'eau, c'est fonction de la température. Donc vous amenez du compost, vous apportez de la matière organique, un amendement, mais qui n'est pas décomposé. Donc pour se décomposer, les bactéries, elles auront besoin d'air, elles auront besoin d'eau, différentes choses, pour apporter de la nourriture. Donc n'abusez pas avec le compost non plus. Est-ce qu'on risque pas de griller justement les radicelles si on met trop de compost? Il ne faut pas abuser. Je vous explique pour différentes choses. Il faut améliorer la terre. Il peut y avoir du compost près. L'arbre ne brûlera pas, les racines ne brûleront pas, mais il faut de la terre. Alors ce qu'il y a dans le trou de plantation, comme je vous ai dit, on a séparé la terre. Quand on va remettre la terre du fond, qui est un peu une terre sans vie, c'est là qu'on peut recharger du compost. Et quand les bactéries, les micro-organismes du sol vont faire leur travail, la nourriture va redescendre à la disposition des racines. Merci. Les périodes de plantation, tu as parlé de novembre, décembre, mais on peut planter encore en mars ou c'est vraiment déconseillé? Normalement, à partir de novembre, le problème, si vous voulez, qu'il y a aujourd'hui, même on disait toujours en plantant la Sainte-Catherine, tout prend racine, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais pour deux choses. La première chose, il faut que la sève soit descendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive, même au mois de novembre, avec les pommiers, entre autres, ils ont encore des feuilles. Je veux dire, avec l'arrière-saison comme on vient de vivre, la végétation est trop repartie et tout. Donc on arrache des végétaux au mois de novembre qui sont encore en feuilles. C'est pas bon non plus. Et surtout pour les racines nues. Quand on plante en motte, le problème est un petit peu différent, mais les racines nues, c'est plus compliqué. Donc normalement, c'est quand les feuilles tombent, sont tombées, là on peut planter, parce que le pépiniériste, il arrache seulement à ce moment-là, ce qui n'est pas toujours vrai aujourd'hui. Et normalement, on plante jusque fin mars. Quand on plante au mois d'avril, la végétation est trop démarrée. Vous voyez là, même en ce moment, on voit les bourgeons qui commencent à évoluer. Bon, tout ce qui est prunier, ça évolue plus vite que le reste, mais même dans les pommiers, les poiriers, les premiers qui vont fleurir, on voit que les bourgeons ils grossissent. Ils ont presque doublé de volume, là, il y a une dizaine de jours. Donc si vous plantez en conteneur, vous achetez des végétaux en conteneur, vous pouvez planter toute l'année.
le seul souci qu'il y a avec les végétaux en conteneur, c'est que l'enracinement, si la plante a traîné 2-3 ans dans le conteneur, l'enracinement il a commencé à tourner en rond. Donc ça a fait un chignon. Et donc ce qu'il faut, c'est pas tout casser et tout couper pour démonter le chignon, mais essayer un petit peu de couper, même qu'une ou deux racines, pour que l'arbre refasse des racines dans l'autre sens, qui ne continuent pas à tourner, parce que les racines ont commencé à prendre leur cycle de tourner et elles vont continuer à pousser comme ça. Donc ce qu'il faut provoquer, c'est des nouvelles racines qui, elles, vont repartir dans l'autre sens ou vont s'élargir. Ça, c'est surtout les végétaux qui ont dû rester longtemps dans les conteneurs. Mais on le voit plus. En général, bon, il y a des arbres maintenant qui sont cultivés dans des gros conteneurs de 50 litres et plus. On en voit quelques fois qui sont cultivés 2-3 ans, mais on trouve souvent ça dans les arbustes. Les arbustes qui traînent pendant 2-3 ans dans les pépinières. Là, on voit les chignons importants qui sont formés. Alors là, je vais vous défiler une quantité de végétaux. Et des végétaux à faible végétation, quelque chose qui peut être planté, je veux dire, surtout de l'ornement, là, que vous allez voir, près des maisons, souvent des végétations érigées, je veux dire, comme ça, ou des végétations faibles, on verra tout à l'heure, souvent. Donc avec un intérêt décoratif, une floraison ou ici une fructification. Ici on a un cratégus qui fait partie de l'épine blanche que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est quelque chose qui pousse très bien dans le calcaire. Les gens qui ont des terres relativement calcaires, empierrées, donc le cratégus va très très bien pousser dedans. Donc une feuille luisante, je veux dire, toute l'année, quelque chose de très décoratif, une belle floraison blanche au printemps et des fruits à l'arrière-saison. Donc il y a tout, je veux dire, pour la faune, et nourriture, que ce soit les insectes, que ce soit les oiseaux en fin de saison, et la satisfaction avec un arbre qui n'est jamais malade. Donc ça c'est un Cratégus carrieri. Donc aussi au niveau des végétaux, quand vous allez chez un pépiniériste chercher, vous avez repéré une plante, mais repérez-la jusqu'au bout. La nomenclature de la plante. Il y a le genre, il y a l'espèce et il y a la variété. Vous achetez un tilleul, mais il y a X variétés de tilleuls. Vous avez un tilleul cordata, vous avez des tilleuls Henriana avec des petites végétations tuant, on va en voir tout à l'heure. Vous avez le tilleul à grande feuille, enfin bref. Donc vous n'allez pas acheter un tilleul, vous allez acheter ce que vous voulez jusqu'au bout. Je veux dire, le tilleul argenté, lui qui est un leurre par exemple pour les abeilles, puisque le pollen n'est pas bon et il n'y a pas de nectar, je veux dire, il va vous faire 20 mètres de haut. Et si vous cherchez dans votre petite surface autour de votre jardin, vous cherchez à planter un tilleul, vous allez chercher un petit tilleul, on va voir tout à l'heure, le tilleul Henriana ou le tilleul tuant. Donc des petits tilleuls qui eux vont avoir une végétation de 3-4 mètres et puis une envergure à peu près la même chose, je veux dire. Donc vous voyez, il faut aller jusqu'au bout quand vous cherchez sur un bouquin, sur internet, ce que vous voulez, ou vous repérez quelque chose lors d'une exposition ou d'une visite, je veux dire, ou dans les parcs et collectivités, allez jusqu'au bout dans ce que vous allez chercher. Je donne toujours là aussi l'exemple, vous achetez un forsythia. Aujourd'hui, vous achetez un forsythia, pour tout le monde, c'est jaune. Il va commencer à fleurir, là on commence, c'est jaune. Mais vous avez des forsythias, entre autres une variété courante qui s'appelle Linwood Gold. Lui, dans ses gènes, elle est indexée pour faire des pousses d'1,50 m, 2 mètres. Donc vous allez planter un forsythia, d'accord, et vous allez planter un autre forsythia qui lui s'appellera marée d'or par exemple, et lui il est indexé, dans ses gènes, il va pousser 50 à 70 cm. Donc, suivant le forsythia que vous avez planté, vous n'aurez pas de souci. Je veux dire, si vous n'avez pas de place, et si vous avez besoin une petite plante, vous n'aurez pas à la tailler tous les ans, à la maîtriser, à chercher à la maîtriser, à différentes choses. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, chez les professionnels, on trouve une quantité de végétaux, il y a une évolution très très importante qui s'est faite pour avoir des végétaux adaptés à chaque situation.
Donc vous, quand vous allez chercher quelque chose, vous achetez quelque chose, allez jusqu'au bout. Je veux un forsythia, mais une petite végétation. Ou je veux un forsythia, j'ai de la place et tout, j'ai besoin qu'il fasse 2 mètres, 2 mètres 50 en envergure dans tous les sens. Eh ben, je prends un Lingwood Gold, enfin c'est une variété entre autres. Vous voyez que ça aussi, c'est très très important quand vous allez chercher une plante. Alors, le nom des plantes, hein, je vais vous en énumérer 50, vous ne les garderez pas. Hein. Si vous avez besoin de quelque chose, j'ai une liste. Hein, et puis Paul, il m'a dit qu'il avait récupéré des adresses email. Alors, oui. Ceux qui voudront, ben, vous ferez savoir ou quelque chose, et puis vous aurez des listes de plantes après. On enregistre aussi, hein, donc on aura l'enregistrement d'aujourd'hui sur YouTube après. Oui, on mais va voir la conférence. pour les noms exacts des variétés. Il y aura un papier. Donc ici, vous voyez une plantation aussi. Donc cet arbre, il a été greffé au pied. Il a un tronc, comme un arbre fruitier, c'est un arbre d'ornement. Hein, et donc il y a une autre végétation intermédiaire en dessous. Hein. J'insiste bien, on parle des arbres pour ce que je vous ai expliqué dès le départ, l'oxygène, le carbone, l'ombre, tout ce que vous voulez. Mais tous les végétaux travaillent de la même façon. C'est sûr que, je veux dire, un chêne qui est âgé, qui a, je sais pas moi, 60-70 ans, si vous mettez les feuilles bout à bout, il va vous couvrir 1 hectare, un terrain de foot, je veux dire. Hein, on a du mal à imaginer, donc toutes ces feuilles-là, elles vont travailler de la même façon pour libérer de l'oxygène, fixer du carbone et tout. C'est sûr que c'est pas à comparer avec une touffe de spirée que vous avez là, qui fait 1 mètre de haut ou 80 cm. Mais tout le monde travaille suivant son volume, suivant sa surface de feuilles. Ça aussi, hein, je veux dire, même le gazon, je veux dire, les gens n'imaginent pas, mais tout l'hiver, on a quand même tous les caducs là qui ne travaillent plus, je veux dire, et ben, le gazon c'est très très important, il travaille aussi, même avec des petites feuilles de graminées, il continue à travailler l'hiver. Donc là, la photo est un peu floue. Mais j'ai essayé de rectifier, mais je ne suis pas arrivé. Donc là, c'est un liquide en barre. Hein. Donc le liquide en barre, c'est quelque chose d'immense hein, au niveau végétation, hein, 25-30 mètres. Et là, c'est une variété, on le voit ici, très très rétrécie, je veux dire, au niveau envergure. Au niveau hauteur, il est presque à son maximum, je veux dire. Et c'est la variété Wappersdom. Donc ça... c'est juste en face de Garanma, mais il ne sera pas coloré. Hein. C'est juste en face du. Assez champ, juste en face. Jardin de fête. Voilà. Donc ici, les végétaux à feuilles persistantes. Donc là, c'est des aiguilles, mais c'est toujours la même chose. Hein. Tout le monde travaille de la même façon. Et donc ici, c'est un cèdre. Hein. Je veux dire, dans votre jardin, il faut vraiment avoir un parc immense pour planter un cèdre hein, qui va avoir. Une envergure incroyable, je veux dire, et ici vous voyez, c'est un cèdre pyramidal bleu, hein, Cedrus atlantica glauca, et à port pyramidal. Donc vous voyez là, il est près d'une église, hein, mais vous voyez qu'il remplit complètement sa mission, vous pouvez l'avoir chez vous, je veux dire, pour marquer un angle, pour marquer un espace que vous voulez. Là, il y en a un de chaque côté pour marquer l'entrée de l'église, hein, mais vous voyez, et là, il n'y aura pas besoin de branches qui vont venir contre les façades. Ce sera la même chose si c'est chez vous. Donc ici, c'est un chitalpin. Donc c'est une plante qui est peu courante, qui n'a pas été utilisée et qui nous arrive un petit peu comme ça, qui était donnée non rustique, qui posait des problèmes, et puis bah, maintenant c'est comme le reste, ça s'habitue, ça se passe relativement bien, et c'est une plante surtout qui fleurit l'été. Hein. Donc c'est un arbre à petit développement, hein, une végétation assez ronde, hein, vous voyez, même un petit peu pyramidale, mais relativement rond en général. Et donc il fleurit dans les tons rose ou blanc, enfin, il y a une variété magnifique rose. Et l'été, quand on n'a rien, bah, c'est une plante très très intéressante. Hein. Il y a quelques arbres comme ça l'été, et c'est une plante très spectaculaire et qui nous pose maintenant, je veux dire, au niveau rusticité, qui pose aucun problème. Donc un arbre aussi à petite végétation, mais c'est une plante qui va, elle, ben justement, pour les gens qui ont des terrains calcaires, bon, ça pousse un peu partout, mais ça aime bien les terrains assez sableux, assez drainants, et ça supporte très très bien le calcaire. Donc ça, c'est un Laburnum cytisus, la variété Vaucerie, donc des grandes grappes jaunes, hein, je veux dire,
C'est très très spectaculaire pendant 3 semaines au printemps. C'est de la famille des acacias. Donc là, vous avez un petit tilleul. Je vous ai parlé de tilleul Henriana ou du tilleul tuant. Donc voilà un tilleul tuant. Donc vous voyez une petite couronne. Il y a déjà un arbre qui a une dizaine d'années. La couronne reste petite, je veux dire. Ça permet de marquer l'espace, de donner de la hauteur si on a envie de planter en dessous ou quelque chose. Et on a un tilleul. Donc un tilleul avec une floraison, un parfum. Comme on peut imaginer un tilleul. Donc vous avez une autre variété qui s'appelle Henriana. Lui, il a les feuilles très découpées en bordure, et lui, il fleurira beaucoup plus tard. Donc c'est aussi un intérêt pour les insectes. Le tilleul Henriana, il fleurit environ au mois d'août, vers le 15 août. Donc la gamme des pommiers, pour faire un clin d'œil, vous avez tous les pommiers décoratifs, il y a des quantités de variétés, et justement le même comportement que vos pommiers fruitiers. Donc pareil, ils sont greffés au niveau du sol, je veux dire. Après on les fait en tige, on les fait en CP, comme un gobelet si vous voulez, ou on les fait en demi-tige. Donc là pareil, vous avez une floraison blanche ou rose, et vous avez une fructification, donc l'intérêt, comme les cratégus ou autre chose, pour toute la faune. Donc ici vous avez un poirier, donc pareil, vous voyez, on a du mal à imaginer un poirier où on va cueillir des fruits, mais c'est un poirier décoratif, je veux dire. Et donc là pareil, il a été greffé, on peut le cultiver comme un arbre, comme il est ici, mais on peut le cultiver depuis le bas, c'est-à-dire que cette partie-là, elle va toucher le sol, et vous allez avoir ce fuseau qui va démarrer du sol. On peut le cultiver de la même façon. Donc, je vous ai parlé éventuellement de ponctuer un gazon, enfin votre surface, avec des cerisiers entre autres, ou un pêcher, mais c'est souvent le plus facile avec des cerisiers. Mais on peut ponctuer aussi avec des arbres décoratifs. Et là, on a aussi un cerisier ici, à Manogawa. Donc un cerisier à port très très colonnaire, une floraison presque double, et quasi pas de fruits, mais vous voyez ce fuseau. Et là ici, on a un pommier, c'est un Malus spectabilis, ou Vandelstein. Donc là, on a une CP, vous voyez, qui démarre depuis là. Et c'est des végétaux qui arrivent, on va dire, 5-6 mètres maximum, et puis une envergure pareille, à peu près. Lui, le cerisier, il va rester de la même façon, il restera toujours comme un pinceau assez étroit. Donc ça, ici, il est utilisé pour ponctuer des massifs d'annuels, mais vous pouvez aussi avoir en dessous ou des plantes vivaces dans votre jardin, ou des arbustes, mais vous voyez, ça permet de donner de la hauteur, de donner de la couleur suivant les saisons. Et les deux là, que ce soit le cerisier ou le pommier, ne donnent quasi pas de fruits. Donc là, c'est l'autre pommier, là, le Vandelstein, vous le voyez, là on voit bien la CP. Derrière, vous voyez aussi, il y a un cerisier à port pyramidal, enfin assez étroit, un rancho, et puis un complément d'arbustes qui est en dessous, de plantes vivaces. Donc, on peut planter, je veux dire, même si on a 400 ou 500 mètres carrés autour de sa maison, enfin la maison dessus, les 400 mètres ou 500 mètres, on peut quand même planter quelque chose. Je veux dire, on peut planter une haie fruitière entre vous et le voisin, on peut planter des arbres comme ça qui ne vous poseront pas de problème, même au niveau des racines, avec la maison, et puis avoir un environnement correct. Et surtout, si vous avez fait le bon choix, au niveau du végétal, vous n'avez pas à tailler tous les ans ou tous les 2 ans, à chercher comment je vais broyer les branches, est-ce que je vais les emmener à la décharge. Et il y a tout ça à voir derrière. Si vous faites le bon choix, vous allez limiter aussi votre temps de travail derrière. Je veux dire, vous aurez la satisfaction avec la floraison, la récolte des fruits éventuellement si vous partez sur du fruitier, mais je veux dire, vous aurez moins de travail derrière. Et pas le problème aussi des racines importantes qui vont soulever le terrain, et puis poser d'autres problèmes avec les réseaux, je veux dire, les égouts ou autre chose.
Donc ici, vous avez une plante qui est bien colonnaire, qui est intéressante. Elle existe en vert tendre comme ça, ou elle existe en pourpre. Hein. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qu'on déconseille un peu de planter. C'est un hêtre, d'Owick. Hein. Et c'est ce hêtre colonnaire, donc c'est une plante quand même très très intéressante. Mais l'enracinement des hêtres est relativement superficiel, hein, dans ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est une plante qui craint la sécheresse. Donc vous entendez tous parler comme moi, hein, du problème des hêtres dans les massifs forestiers. Bah, ça c'était une variété horticole intéressante, mais bon, à moins que vous ayez vraiment un terrain un peu humide, il peut se comporter correctement, mais globalement il faut essayer de limiter. Donc ici, je vous ai parlé d'un chêne, hein, qui a une surface de feuilles, je vous ai dit, qui peut couvrir 1 hectare quand il est bien développé. Et donc vous avez envie d'avoir un chêne dans votre jardin avec des feuilles marcescentes, hein, des feuilles qui restent jusque maintenant. Je veux dire, c'est ça qu'on appelle les feuilles marcescentes. Hein, ils restent tout l'hiver et puis elles vont seulement tomber là quand la végétation va démarrer. Donc vous avez un chêne, hein, des variétés comme ça, au Caire, là, qui prennent peu l'oïdium. Et vous avez vraiment un pinceau, quelque chose d'intéressant à mettre dans votre jardin. Là, c'est un ginkgo, hein, donc c'est la même chose, un port colonnaire et peu de place. Et on a un ginkgo. Hein, à l'arrière-saison, on a ces couleurs d'or, on a cette feuille de ginkgo spéciale, enfin bon. Un qui est un peu plus grand, qui est un cercidiphyllum, qui s'appelle l'arbre au caramel. Donc lui, vous voyez, avec des couleurs vertes, caramel, enfin bref, et en plus il y a l'odeur. Ici, c'est une photo qui est dans les Floriades, qui sont tous les 10 ans en Hollande. C'est une photo de l'année dernière. Et pour vous montrer que, entre autres, puisque la Hollande, c'est quand même au niveau des végétaux, eux qui sortent souvent des variétés ou des sélections très très intéressantes. Ce sont des végétaux, ici sur le devant, donc ici vous avez je suis en train de chercher le nom, et derrière vous avez un chêne, hein, on a vu le chêne pyramidal tout à l'heure, et ici vous avez les platanes. Donc un platane, hein, vous voyez, avec une végétation très très réduite, hein, je veux dire, et peu d'intervention pour faire un écran. Donc ça peut être intéressant, que ce soit cette forme-là avec le chêne ou cette forme-là après, mais vous pouvez l'avoir, je veux dire, en végétation depuis la partie basse, hein, je veux dire, et vous pouvez faire un écran végétatif. J'ai envie de me cacher du voisin, j'ai envie de me cacher de quelque chose qui est désagréable, enfin quelque chose d'être chez moi. C'est relativement facile. Et vous n'aurez pas une haie à tailler à 2 mètres, 2 mètres 50, 3 faces, une fois ou 2 fois par an. Donc il y a une quantité de végétaux aujourd'hui et de recherches qui vont vous permettre d'avoir quelque chose d'agréable, je veux dire, qui va répondre à vos besoins pour vous protéger, pour vous mettre à l'ombre, enfin différentes choses. Et avec un entretien, c'est surtout ça, un entretien qui va être très très riche. Donc une plante que j'aime bien, qui est assez facile, hein, donc un Aralia elata. Donc c'est une plante qui drageonne, hein, il y a ici 2-3 branches hein, qui montent ici, des grandes feuilles, pareil peinées, et puis vous avez une floraison, une fructification qui va venir. Donc une floraison blanc-crème, hein, des grandes grappes, et puis une fructification dans les troncs noirs. C'est une plante intéressante qui pousse dans les terrains assez argileux, assez compacts, et on peut y planter une quantité de choses en dessous. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces problèmes de vie ensemble, enfin au niveau des racines, des végétaux qui vont être associés, et ça c'est une plante très très favorable, enfin, je veux dire, elle ne nous pose pas de problème au niveau de l'enracinement. Et ça prend peu de place, vous voyez, et bon, ben, c'est sûr, c'est caduc, l'hiver vous avez plus que des bâtons, hein, ça c'est sûr, un petit peu d'épines, hein, c'est un peu un inconvénient, mais c'est quelque chose de très agréable. Donc une autre variété, je n'ai même pas la variété exacte, hein, mais c'est pour vous montrer, vous avez vu un cèdre tout à l'heure contre l'église, là, et c'est une variété de cèdre, toujours aux Floriades, là en Belgique, qui est plantée pour faire un écran vis-à-vis de la circulation, enfin d'une route qui est surélevée.
Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on arrive à faire des sélections de végétaux, vous voyez, très très étroits et qui ne poseront pas de problème, je veux dire, au niveau de l'entretien dans des années. Vous avez des végétaux qui ont déjà 4-5 mètres de haut et vous voyez, au niveau du sol, ils font 50 cm, je veux dire, d'envergure. Alors là, on va avoir une série de plantes, les sorbiers. Donc ça, c'est une plante qui est, à mon avis, pas assez cultivée et qui est très très intéressante. Elle s'adapte à tous les sols. Quand on a construit une maison, souvent les terres sont mélangées, les terres sont un petit peu difficiles. Donc le sorbier, on va en voir 2-3 variétés, avec un enracinement léger, mais qui résiste bien à la sécheresse. Deux types d'enracinement, un enracinement profond et un petit peu superficiel. Et donc une plante qui fleurit et qui fructifie. Alors tout le monde a souvent en tête, quand on parle de sorbier, le sorbier Cuparia, qui est souvent né en arbre et dans les tons oranges, qui pose des problèmes, différentes choses au niveau des maladies. Donc là, on a un sorbier arnoldiana. Alors il y a différentes variétés, des fruits blancs, des fruits oranges aussi, des fruits rouges. Et vous voyez, là, il est en CP. Il est en CP. Et ça va faire 3 mètres, 3 mètres 50. Et donc floraison, fructification, toujours intéressant. Donc en voilà un autre ici, c'est aussi un sorbier. Pareil, alors lui il a une petite végétation, il ne va pas dépasser les 2 mètres, 2 mètres 50, et à peu près 1 mètre 50 d'envergure. Pareil, une fructification, on en voit quelques fruits ici dans les tons violets. C'est Alnifolia subcordata. Et en voilà l'autre. Qui le ressemble, de la même famille, donc avec une feuille intéressante, toujours une floraison et une fructification dans les tons verdâtres. Alors dans l'autre forme des végétaux, on a donc vu tout ce qui était pinceau, végétation étroite, forme arrondie, ce que vous voulez. Donc les pleureurs, donc ici c'est un prunus qui va fleurir très tôt, même des fois dans l'hiver il fleurit. Prunus subirtella, donc pendula, et c'est quelque chose qui, si vous voulez, on voit bien les branches qui se chevauchent, et de temps en temps, on a une branche qui remonte au-dessus, et ça, même si on veut mettre un tuteur, on peut relever une branche, on peut le relever, et puis donner une forme plus pleureur. Mais enfin, c'est une petite végétation, et dans les terres un peu sableuses, les terres qui sèchent assez rapidement, le cerisier se comporte très très bien. Donc, toujours à réfléchir, matière argileuse, matière sableuse, j'ai envie d'avoir un enracinement profond, il y a tout à voir. Et donc là, ici, c'est un poirier, un Pyrrhus salicifolia, donc c'est un poirier pleureur, et donc lui, il a les avantages du poirier. Donc un enracinement profond, avec, je veux dire, presque un pivot, et derrière, on a cette petite végétation. Bon, cette pleureur, c'est pas aussi spectaculaire que le prunus que vous avez vu tout à l'heure, mais c'est très intéressant parce que c'est un feuillage dans les tons gris-vert. Donc après, on peut faire des contrastes avec les végétaux qui viennent à côté. Donc je pense que je vous ai énuméré beaucoup de plantes. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant les plantes. Il y a un certain nombre de plantes que tu avais conseillées à la commune pour le parc de la Ronchère, que vous connaissez peut-être le parc de la Ronchère. Il y a un arboretum qui a été mis en place il y a quelques années et c'est Michel qui avait conseillé sur le choix des arbustes, des arbres. Et donc ça, je vous conseille d'aller vous promener au parc de la Ronchère, il est très valorisé là actuellement. C'est surtout que là, au niveau du parc de la Ronchère, vous avez l'entrée, l'allée, je veux dire, qui est relativement sèche, avec une terre quand même assez argileuse. Et puis on arrive au fond avec les terrains humides, je veux dire, il y a tout l'eau qui coule. Donc là, adapter les végétaux suivant le type de sol que vous avez, l'humidité. C'est aussi une réflexion. Alors, des questions alors, Vous n'avez pas parlé des érables. Pourtant, on en voit beaucoup dans les Alors, les jardins. érables, j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais il y a des érables aussi en forme boule, je veux dire. Il y a des érables en forme pyramide, ça existe. Et vous avez des érables courants, comme l'érable, que ce soit le plane ou le pseudoplatanus, enfin les plus courants, je veux dire. Ce sont des plantes qui posent pas de problème, je veux dire, au niveau mais souvent des grosses végétations. Même, je veux dire, dans les formes qu'on donne d'érable boule ou d'érable
à forme colonnaire, la végétation est quand même très difficile. Je veux dire, elle va pousser relativement vite, et ce qu'on a après, c'est que les branches ne se portent pas, et on a quelque chose qui s'écarte. Donc l'érable, il y a un petit érable qui est intéressant, je veux dire, et puis aujourd'hui, je voyais cette semaine là, la ville de Nancy, entre autres, a essayé de planter l'érable de Montpellier. Alors, quel comportement il aura, on n'en sait rien. Enfin, je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec les petits végétaux qu'on met autour de votre maison, mais je veux dire, on évolue, je veux dire, par rapport à ce changement climatique. On essaye d'autres variétés qui viennent, je vous ai expliqué le problème du kaki là tout à l'heure, donc les érables, entre autres, l'érable de Montpellier, on a différentes choses comme ça, et qu'on essaye de planter. Alors, globalement, ça se passe bien, 1 an, 2 ans, et puis d'un seul coup, il y a un coup de froid. Là, avec les moins 14 qu'on a eu cet hiver, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marquent quand même. Je ne dis pas que les plantes sont mortes, mais globalement, il y a une partie des branches qui sèchent, enfin qui ont gelé. C'est très très difficile aujourd'hui de dire on peut planter ce qui était planté dans le sud, chez nous, parce que... et d'un seul coup, vous voyez bien, l'année dernière, la végétation a démarré très vite, et puis d'un seul coup, au mois d'avril, on a eu moins 7, et puis tous les arbres petits ou presque étaient cuits, quoi. Bon, aujourd'hui, je veux dire, dans le sud, ils ont aussi les mêmes problèmes que nous. Je veux dire, le changement climatique, c'est pas dire on va planter ce qu'il y avait dans le sud. Les problèmes c'est que d'un seul coup on démarre, et puis d'un seul coup on a encore du froid. Qu'on le veuille ou non, déjà chez nous, on reste dans l'Est, je veux dire, avec des périodes de froid qu'on ne peut pas maîtriser ou de sécheresse. Alors pour en revenir aux érables, c'est quelque chose, je vous ai expliqué, qui ne pose pas de problème, mais souvent des grosses végétations. Donc on est loin du but recherché aujourd'hui de petite végétation pour les maisons. On parlait du réchauffement climatique, mais on voudrait avoir de l'ombre aussi sur les maisons. Qu'est-ce qu'on peut planter qui soit assez grand? On va y venir. Donc ici, vous avez besoin d'ombre, je vais dire, sur votre terrasse, pour habiller ce que vous voulez. Donc on va voir pour habiller des façades, des pergolas, ce que vous voulez. Donc les rosiers, la première plante qu'on peut utiliser, le rosier. Alors les rosiers grimpants, vous avez 2 types de rosiers grimpants, les rosiers grimpants remontants et non remontants. Donc un rosier grimpant remontant, il va fleurir une première fois au mois de juin, et il va vous redonner les floraisons courant de l'été jusque l'arrière-saison. Un non remontant, il ne fleurit qu'une fois au mois de juin. Donc la taille est différente, on ne va pas rentrer trop dans le détail. La taille est différente, et le palissage, enfin bref, c'est un petit peu différent. Mais le rosier est une plante très très intéressante, je veux dire, pour habiller pergola, ce que vous voulez, façade et différentes choses. Donc ici, les rosiers non remontants, ils sont associés avec des clématites, c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans les jardins. Donc là, la première floraison, elle est en même temps, je veux dire, au mois de juin, et après la clématite va remonter en fleurs que le rosier ne donnera plus rien. Donc ici, vous avez le village de Chédigny. Alors c'est le premier village qui a été récompensé, labellisé, enfin village fleuri au niveau du CNBVF, je veux dire, label national. Donc là, toutes les façades sont habillées. Globalement, il y a une quantité de rosiers que vous voyez. Et après, il y a des plantes grimpantes. Alors à certains endroits, il y a des glycines, quand on a de la place. Il y a du polygonum quand on a de la place aussi, et quand on a moins de place, vous avez des chèvrefeuilles. Le chèvrefeuille, lui, il va supporter aussi l'ombre, il sera moins exigeant au niveau du sol, du volume de terre, et différentes choses. Vous avez les clématites, alors les clématites à grosses fleurs, à petites fleurs, mais vous voyez qu'il y a de quoi habiller les façades. Donc l'autre plante qui est aussi très intéressante pour habiller les façades, c'est toute la gamme des ampelopsis. Alors vous avez aussi beaucoup de variétés d'ampelopsis, la plus courante qui est donc la Vietchi. Donc le problème qu'il y a avec les ampelopsis, c'est la végétation, et tous les ans, je veux dire, il faut venir tailler le bord des fenêtres, enfin différentes choses. Mais c'est la variété qui est Vietchi, l'ampelopsis, qui va vous donner le plus de satisfaction pour habiller la façade. Après, il y a des contraintes, c'est sûr. Et puis l'autre contrainte que certains n'acceptent pas, il faut
il ne faut pas se voiler la face, enfin je veux dire, c'est que c'est une plante qui fleurit. Et c'est une plante très mellifère. Donc le moment de la floraison, les ampélopsis, ben, vous avez les abeilles, vous avez quantité d'insectes qui viennent, et ben, on supporte ou on ne supporte pas. Voilà, hein. Alors on ferme les fenêtres, mais bon, il n'y a rien de parfait. La nature c'est comme ça. Donc vous avez d'autres variétés d'ampélopsis à végétation plus faible, et vous en avez d'autres, elles ne s'accrochent pas au mur, je veux dire, il faut mettre des fils, elle va s'enrouler sur les fils ou quelque chose. Donc j'insiste, l'ampélopsis, c'est des ventouses qui se fixent sur les murs, ce n'est pas, ça n'abîme pas le crépi, je veux dire, contrairement à ce que certaines personnes disent. La plante qui abîme, si on peut dire qu'abîme plus les crépis, enfin les enduits des façades, c'est le lierre. Le lierre, lui, il cherche à s'incruster beaucoup plus profondément. Donc là, les murs de végétaux, ça c'est quelque chose qui a été mis en route il y a une trentaine d'années. C'est Patrick Blanc qui a commencé ça avec le Festival des Jardins Chaumont-sur-Loire, de faire des murs de végétaux. Alors ça, des avantages, des inconvénients, c'est écologique, c'est pas écologique. Bon, dès qu'on travaille hors sol, on n'est plus trop écolo. Il ne faut pas se voiler la face. Vous avez des jardinières chez vous, c'est la même chose. On amène du terreau, on amène des engrais, on amène des plantes qui ne sont pas adaptées, enfin bref. Donc ça, c'est un choix de société aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et quand c'est bien maîtrisé, je dis, ça ne pollue pas plus que le reste. Il faut arrêter de dire que ça pose problème, enfin, on va dire comme ça. Donc là, vous voyez, il y a des façades à différents endroits, sur Paris, ou même la maison de santé à Tomblaine, le mur est tout habillé aussi, tiens, j'ai pas pensé, on aurait pu le mettre. Et donc ça, c'est les Floriades l'année dernière en Hollande, et tout était axé sur l'écologie, sur les végétaux, comme je vous ai expliqué, à petite végétation, à port colonnaire, et tous ces habillages de façade ou d'autres choses pour créer de l'ombre, créer des endroits humides, enfin agréables à vivre. Donc l'autre qui se développe aujourd'hui, dont on entend parler, ou vous entendez parler, c'est les jardins de fissures, enfin c'est les plantations de fissures. Donc contre les murs, vous savez tous comme moi que la nature elle trouve toujours sa place. Il y a toujours des plantes qui vont se développer, des roses trémières, les fanées, enfin bref. Ici vous avez du plantain. Donc il faut savoir que le plantain, c'est une plante très intéressante. On peut le piétiner, donc si vous avez un endroit dans vos pavés ou quelque chose, le plantain il peut se développer, vous pouvez marcher dessus. Aucun problème. Le plantain il va supporter, vos pavés seront toujours couverts sans aucun problème. Et c'est une plante aussi, si vous êtes piqué, vous frottez la feuille de plantain, vous frottez sur la piqûre et ça calme tout de suite. Donc c'est une plante très intéressante. Alors après, il y a quantité de plantes à mettre dans ces jardins de fissures, ces petites surfaces à meubler. Les pionniers avec un résultat aujourd'hui qui est très très intéressant, c'est la ville de Toul. La ville de Toul a commencé il y a déjà maintenant plus d'une dizaine d'années et avec un résultat aujourd'hui, ils ont trouvé les plantes, enfin les euphorbes entre autres, il y a une quantité de plantes à développer. Donc là, on parle plutôt verdir, je veux dire, on est plus... Donc en plante grimpante aussi très intéressante, je l'ai signalé tout à l'heure, donc les glycines, on a l'habitude de voir des glycines bleues, il y a des glycines blanches, il y a des glycines roses, voilà, et puis ici vous avez un Cupressus totem, donc vous voyez, dans les conifères aussi, on a des végétaux, dans les taxus, les ifs, avec des pores très très réduits, je veux dire, et qui peuvent s'associer pour plein de choses dans les jardins. Donc on a parlé, je vous ai parlé de paillage tout à l'heure sur les bâches plastiques et puis les paillages qu'on peut adapter. Donc globalement dans son jardin c'est souvent du bois fragmenté qui est passé au broyeur, vous avez acheté ou vous avez récupéré, enfin bref. Et ce qui pose problème aujourd'hui et que les gens ont du mal de comprendre, c'est ces paillages de minéraux. Donc on parle de chaleur, on parle de problèmes. Et vous avez une quantité de jardins aujourd'hui qui sont paillés avec des cailloux blancs, avec de l'ardoise, avec différentes choses.
Et je veux dire, la chaleur, elle s'accumule, hein, les cailloux, ils emmagasinent la chaleur, et puis après, on trouve drôle qu'on a des problèmes de végétation. Alors, il ne faut pas chercher non plus. Donc, essayez de rester avec du naturel, hein, il y a plein de choses, il y a du miscanthus, il y a de la chêne-vote, il y a des boules de bois fragmentés, enfin différentes choses. On peut rester dans du naturel qui va se décomposer, qui aura pas obligatoirement un aspect très très décoratif, mais on aura quand même beaucoup moins de problèmes. Alors, c'est un peu dommage de voir aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas au Japon, hein, on n'a pas l'esprit des Japonais, on ne sait pas faire un jardin japonisant, hein, qu'on le veuille ou non. Et vous avez des gens qui vont mettre des petites plantes et puis qui vont mettre des cailloux. Pour eux, ils font un jardin japonais. C'est pas ça, on n'a pas l'esprit, on n'a pas la mentalité du tout. Mais surtout éviter les paillages. Alors il y a un paillage quand même qui marche assez bien, mais lui qui n'est pas dense, c'est au lieu de remplacer avec l'ardoise ou quelque chose comme ça, vous avez les graviers. Alors on peut faire du paillage sur des vivaces avec 10-15 cm de gravier. L'air circule et tout ça, mais évitez le paillage minéral. Donc une plante aussi, je vous ai parlé tout à l'heure des problèmes de changement climatique, hein, le nandina. Donc c'est une plante que longtemps on n'a pas plantée, je veux dire, parce qu'elle était non rustique chez nous, c'était cultivé en pot, les rentrées, enfin différentes choses, et aujourd'hui ça pose aucun problème. Donc on a déjà parlé, je ne vais pas revenir plus loin, mais c'est quand même une plante très très intéressante. Ça va aussi avec les jardins que les gens font japonisants, en fait, ils se donnent bonne conscience, le bambou sacré, en plantant des nondinas. Ça résiste bien à la sécheresse. Donc j'ai parlé de haies taillées 3 faces, ici simplement un clin d'œil aux végétaux à feuillage persistant, à floraison et fruits toujours, hein, décoratifs, mais ce mélange de haies, vous avez, même si vous taillez une fois à cette saison, hein, au mois de mars, pour limiter un peu la végétation, équilibrer, renouveler le bois depuis la base, vous n'avez pas à tailler avec un taille-haie, elle est 3 faces à tailler sur un escabeau, une échelle. Ça aussi, je veux dire, et vous aurez favorisé la nourriture des insectes, des oiseaux, toute la saison. Alors, en végétaux qui marquent aussi l'espace, hein, je vous ai parlé souvent de ponctuer, hein, voilà une plante hein, qui est un cornouiller. Le cornouiller, c'est une plante facile à vivre, c'est un bois décoratif, je crois qu'il y a des photos après, mais ici c'est un cornus controversa variegata, donc un cornouiller, mais vous voyez, c'est forme étagée. Donc ça aussi, dans un jardin, on a envie d'avoir quelque chose de spectaculaire. Alors on n'a pas envie de mettre, je ne sais pas, 300 ou 500 euros pour avoir un arbre guidé, enfin taillé, je vais chercher le nom, enfin bref, avec des palettes, enfin ce que vous voulez. Et la nature fait les choses toute seule. Et après, vous n'avez plus d'entretien non plus à faire. Sans faire un bonsaï, sans rien faire, ça se fait tout seul. Donc voilà, décor d'automne aussi, hein, ça c'est important. N'oubliez pas la partie d'hiver, hein, quand on arrive à l'arrière-saison, on n'a plus rien. Vous voyez, ici on a le cornouiller à bois jaune, on a le calicarpa avec les fruits violets, on a le mahonia avec son feuillage persistant et sa floraison qui arrive à l'arrière-saison jusqu'à Noël. Et tout ça, ça travaille, n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça, ça travaille de la même façon, je veux dire, au niveau de l'oxygène, au niveau du carbone, au niveau du sol, au niveau des bactéries, de tout ce qui travaille. Alors, j'ai mis cette photo pour simplement revenir un petit peu plus sur les arbres fruitiers, entre autres, les arbres adaptés à nos régions hein, et au changement climatique. Alors, au niveau des pommes, hein, je veux dire, il n'y a pas 50 solutions. Je veux dire qu'on cultive des pommes dans le bas de la France ou chez nous, on a souvent à peu près les mêmes variétés. Il y a pas les vieilles variétés, comme les croqueurs de pommes, essayent de les sauver, mais après il faut les multiplier soi-même. On en trouve très peu dans le commerce. Hein. C'est un petit peu difficile. Alors surtout ce qu'il faut, si vous avez une haie fruitière, hein, je veux dire, ou des petites formes, il ne faut pas tailler, hein, même si la végétation des fois elle déborde un petit peu pour X raisons. Hein. Ne taillez pas, hein, c'est comme vos tomates dans votre jardin. N'oubliez pas une chose, hein, c'est que la nature, les végétaux, ils prennent des coups de soleil comme nous. Hein. Donc aujourd'hui, les feuilles qui sont là, elles sont adaptées à la lumière, elles sont adaptées au soleil.
et puis vous allez les tailler, et puis d'un seul coup, vous allez les exposer, et ils vont recevoir des coups de soleil, ils vont brûler. Ça, n'oubliez pas une chose. Alors, en ce qui concerne les cerises, peu de choses. Le problème, surtout avec les cerises, je veux dire, c'est au niveau de la mouche de la cerise et des cerises véreuses. Hein. Je veux dire, plus on avance et plus c'est difficile d'avoir des cerises, je veux dire, assez tardivement sans qu'elles soient véreuses. Hein. Alors l'abricotier ou les pêchers, je le répète et je l'ai encore dit, on est dans l'Est. Hein. On a des variétés qui sont un peu plus résistantes ou qui fleurissent un peu plus tard, mais globalement, on est toujours dans l'Est pour avoir des fruits qui ne sont pas obligatoirement adaptés à notre région. Il y a quelques variétés de pêche aussi qui donnent satisfaction, mais c'est un petit peu plus compliqué. Les poiriers, c'est la même chose. Alors après, vous avez aussi toute la gamme des petits fruits, je veux dire, les mûres, les framboises, enfin différentes choses. Mais là, pareil, je veux dire, changement climatique ou pas, si au lieu d'avoir des framboises non remontantes, vous faites une récolte, et puis après, ma foi, il n'y a plus rien, Si vous avez envie d'avoir des remontantes, c'est comme les fraises, il faut vous dire, il faudra que j'arrose. Donc si on a des problèmes qu'on ne peut plus arroser, ne plantez pas de remontantes, ça ne sert à rien. Enfin, c'est à vous aussi de réfléchir et de vous adapter à tout ce qui se passe aujourd'hui et comment personne ne sait l'avenir cette année, dans 2 ans ou dans 5 ans. Donc le matériel, je vous ai dit, taillé, donc un sécateur, un coup de branche, enfin bref, ou un sécateur à grand manche, comme vous voulez, une scie, donc les nouvelles scies, je veux dire, à double ou triple denture, elles coupent quand on tire vers soi et non quand on pousse. Donc souvent, avec les scies, là, on fait des plus belles coupes, on n'arrache pas l'écorce des branches, voilà. Mais je ne vais pas aller trop loin non plus dans ce qu'il y a à tailler. Et là, c'est pareil, on voit mal, mais c'est tous les bourgeons fleuraux, mais je pense qu'au niveau de d'Ounemont, il y a déjà beaucoup de choses, mais j'ai pensé encore en venant, au niveau du verger, là-bas, vous n'avez pas de haies fruitières. Et ça sera intéressant peut-être de planter une haie fruitière et pour que les gens voient, je veux dire, comment on la taille, comment on la palisse. Les croqueurs de pommes en ont fait une à séchant aussi. Et je veux dire, dans l'évolution de ce qu'il y a aujourd'hui et de ce qu'on peut faire, je pense que dans les petits jardins, les gens n'ont plus de verger loin à entretenir ni rien, c'est tout au bord de chez eux. Apprendre aux gens à planter une haie fruitière et à la tailler, au moins pommier, poirier. Enfin, je veux dire, c'est des choses à développer. Donc là, les bourgeons, c'est difficile, mais on est déjà loin, on ne veut pas aller là-dessus. Simplement une chose, un arbre fruitier à pépins ne se taille pas de la même façon qu'un arbre fruitier à noyau. Et il ne se taille pas non plus obligatoirement à la même saison. Tout ce qui est arbre fruitier à noyau, souvent gomme. Vous savez, la sève commence à couler, ça commence les fourmis viennent dessus, enfin bref et tout, et la plaie commence à s'engager. Donc tout ce qui est fruit à noyau, on réfléchit avant de tailler. Ou on a fait la taille une partie de l'hiver, et puis ça est déjà bien cicatrisé pour maintenant, mais maintenant on évite de les tailler, et on les taillera au moment de la récolte. Quand on n'a pas taillé un cerisier et qu'on a envie de le tailler, on le taille quand on cueille. On est à l'échelle ou on est à l'escabeau qu'on est en train de cueillir, on coupe 2-3 branches sans aucun problème, ça va cicatriser, le plus gros de la sève est déjà parti et ça cicatrisera. Voilà, c'est les cordons, je ne vais pas aller plus loin non plus dessus, c'est les plantations de cordons avec l'inclinaison qu'on a vue. Alors on peut le guider comme vous avez vu ce qu'on guide, autrement on peut les faire en haie fruitière, cordon à la viable, on gère les branches d'une façon bien. Alors quelques photos sur les ravageurs, j'ai fait jusqu'au bout de ce qu'on rencontre dans les jardins. Donc ici vous avez une attaque de pucerons, c'est un peu flou mais bon c'est pris trop près. Mais donc ici vous avez les pucerons cendrés, les pucerons gris. Et c'est surtout pour vous montrer ici, avant de dire maintenant on ne peut plus traiter, c'est déjà une bonne chose, mais c'est à vous aussi d'observer la nature. Vous voyez ici, vous avez une ponte, c'est une ponte de coccinelle. Donc pour les gens qui font un jardin, ça ressemble à une ponte de dorifort. Des œufs, un amas d'œufs un peu jaune-orangé comme ça. Donc ça,
vous avez ça dans votre jardin, vous voyez des pucerons, mais vous voyez qu'il y a de la pompe comme ça, bah, vous dites, ne bouge pas, la nature va faire les choses toute seule, hein, je n'ai rien à faire. Donc ici, vous voyez, c'est pas beau du tout, mais c'est une larve de coccinelle. Hein, on voit déjà les points. Donc, c'est des centaines de pucerons qui sont avalés tous les jours. Question, les coccinelles qu'on connaît, c'était les rouges à points noirs. Il paraît que les coccinelles chinoises, elles travaillent aussi bien que les françaises ou... Non, elles sont interdites maintenant. Les coccinelles de chez nous, normalement, c'est des coccinelles à 2 points. Oui. Éventuellement 7. Et les coccinelles chinoises, elles ont jusque 15 points. Mais ça, très c'est variable venu- en fait. C'est venu, si vous voulez, qu'à une époque, on a fait des lâchers de coccinelles importants pour enrayer les attaques de pucerons. Mais les coccinelles qu'on élève beaucoup plus facilement, c'est les chinoises plutôt que les européennes. Donc c'est pour ça que maintenant, elles se sont adaptées et on est envahi par les coccinelles chinoises. Et c'est un bien ou c'est un mal? C'est un mal. Maintenant, il faut vivre avec. Il faut vivre avec, mais c'est un mal. Il faut vivre avec. Et de toute façon, une coccinelle qui est les 2 points, 7 points ou 15 points, elle fera le même travail. Vous pouvez nettoyer si vous voulez. Mais si vous voulez, elle est plus vorace. C'est-à-dire qu'à un moment, elle n'a plus de pucerons à manger, eh ben, elles se mangent entre elles ou elles vont manger d'autres insectes. C'est interdit maintenant la vente des coccinelles chinoises. Oui, mais c'est terminé en quelques minutes. Oui, c'est donc là, au niveau des ravageurs, hein, sur les pommiers, on trouve souvent de l'oïdium. Hein. L'oïdium, vous le trouvez sur les rosiers, sur les arbres et sur les arbres fruitiers. Donc surtout quand vous choisissez des variétés de pommes, cherchez des variétés qui sont indemnes, enfin résistantes, ou par elles-mêmes, dans la nature, on trouve des variétés qui ne posent pas ces problèmes. Hein. Je veux dire, j'ai toujours montré que les pescopes, là, une bonne pomme, je veux dire, qui est très intéressante en espalier ou en plein vent, elle est toujours pleine d'oïdium. Voilà. Donc ça, c'est des variétés à pommes multipliées. Donc nous aussi, quelque chose qu'on trouve souvent si vous avez des poiriers, alors ça c'est la route grillagée du poirier, il n'y a rien à faire, hein, je vous le dis tout de suite, hein. La rouille, elle a un cycle et il faut 2 autres, enfin il faut 2 plantes. Et la plante qu'il faut pour que le cycle se fasse, ce sont les genévriers qui sont dans votre jardin ou dans le jardin du voisin. Donc pour que ça ne se développe pas, il faudrait supprimer tous les genévriers. Donc là, il n'y a pas de moyen de lutte. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y a pas de moyen. Ramasser les feuilles. Et donc, un autre petit ravageur, je veux dire, qui est l'abside du poirier. Donc, on la voit au printemps parce que les pousses tombent, hein, c'est mangé. Après, on voit les taches sur les fruits. Alors, il y a des gens qui confondent aussi les taches, hein, là, avec de la tavelure. Hein. Le poirier, son problème, c'est la tavelure. Alors, comme l'oïdium sur les pommiers, ben, on essaye de planter des végétaux qui prennent moins la tavelure. Là, c'est la moniliose. Hein. Donc, la moniliose, ça existe sur les feuilles, ça existe sur les rameaux, ça existe sur les fleurs et ça existe sur les fruits. Donc, vous avez tous vu au sol hein, des feuilles, de la moniliose avec des fruits. Vous voyez avec les cercles là, c'est typique de la moniliose. Donc, c'est le champignon hein, qui se développe. Donc là, quelques ravageurs. Bon, c'était pour faire le clin d'œil avec le problème qu'on a souvent, hein, je veux dire, la larve du hanneton, qui elle, on la trouve dans le gazon, hein, entre autres, hein, et le hanneton est là. Elle est larve de cétoine qu'on trouve dans le compost. Si vous trouvez des larves blanches dans votre compost, ce sont des cétoines, vous l'avez vu aussi tout à l'heure dans les fleurs, ce n'est pas des hannetons, il ne faut pas détruire les larves. Vous pouvez, si vous ne savez pas non plus approfondir, le hanneton, les pattes sont développées, la cétoine, elle a des poils, elle se bascule pour avancer, alors que lui, il avance déjà avec ses poils. Et il a ce qu'on appelle le cul plus noir, hein, la l'arrière-train est tout de suite foncé. Donc ça, c'est simplement, si vous voyez ça dans votre jardin, sous des feuilles, sous une planche que vous voulez, ce sont les pontes, hein, les pontes des limaces ou les pontes des escargots. Et il suffit de les mettre au soleil ou de les mettre simplement à l'air et c'est détruit. Donc ça c'est de l'oïdium sur le raisin. On n'a pas beaucoup parlé de raisin, mais il y a des choses très très intéressantes avec les raisins. Hein. Il y a
il y a aujourd'hui des variétés de raisins qui ne chopent pas l'oïdium, très peu le mildiou, et qui vous donnent satisfaction du jaune, du rose, du noir, et des raisins qui ont peu de pépins, donc c'est intéressant pour les enfants. Hein. Il y a les pépinières Pascal là, qui fait les fêtes des plantes à Nancy 2 fois par an. Il a entre autres, hein, ils vendent des variétés qui sont très très résistantes et qui donnent satisfaction. Donc ça c'est la Tanésie, c'est une plante qu'on récolte pour faire des infusions, des décoctions, pour traiter les pucerons, hein, je veux dire, ça sent le camphre, hein, voilà. La prêle, hein, bah, elle c'est pour tout ce qui est champignons, hein, je veux dire, on a vu l'oïdium, on a vu la moniliose, différentes choses. Donc la prêle qui pousse dans les lieux humides permettent de faire des décoctions aussi. Voilà, je pense que c'est fini. On te remercie vivement de l'applaudir. On va avoir une liste avec tous les végétaux que tu nous conseilles, c'est ça que j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai énuméré des noms, donc je donnerai une liste avec, je la donnerai. Hein, oui, puis on pourra vous l'envoyer. Donc si vous n'avez pas laissé votre email en arrivant, parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées par l'autre porte, n'hésitez pas à repasser, laisser votre email, qu'on puisse vous envoyer cette liste. Et puis il y a une chose qu'on n'a pas parlé non plus, c'est où on trouve ces végétaux. Voilà, Hein, parce que je veux dire, on a énuméré une quantité de plantes. Les professionnels locaux, il n'y en a pas beaucoup et ils ne s'investissent pas obligatoirement pour produire des plantes. Bon, ça évolue. Hein. Au niveau des fruitiers, bon, il y a chez Rougieux, à l'Enfrecourt, hein, il y a Ménard, mais Ménard sur Saint-Clément, il est plutôt en train de baisser. Je veux dire, il y a Koenig à Barbonville. Mais bon, on trouve quand même, il y a une évolution. Mais surtout, insistez bien, que vous achetiez chez un pépiniériste ou dans une jardinerie, insistez bien sur le type de porte-greffe. On ne sait pas les types, on n'a pas retenu tous les types de porte-greffe, il faut peut-être insister sur le sol calcaire ou sableux peut-être. Non, retenez surtout ça, le M9 c'est les petites végétations pour les pommiers, et le M7, le 106 qui n'est pas conseillé, ou le 26 pour les pommiers. Enfin, il y a des variétés, le maxima pour les cerisiers, enfin bref, cherchez à savoir, et ça obligera aussi votre vendeur, le pépiniériste ou le jardin, à réfléchir aussi à ce qu'il vous vend. Il le saura, c'est ça. Sur les étiquettes, on va voir Pas toujours marqué. Pas toujours. Alors, il y a peut-être quelques questions, peut-être pour terminer, parce qu'on va faire un petit pot. Il y a du jus de pomme du coteau de Houdemont qui vous est offert gracieusement tout à l'heure. J'aurais une question là. Vous avez parlé tout à l'heure de ponctuer. Vous avez ponctué des arbres qui sont des feuillus avec de la verdure. Est-ce qu'on peut ponctuer un résineux, un sapin avec quelque chose au sol? Vous avez vu des exemples, hein, je veux dire, un résineux, je veux dire, le totem, là, suivant ce que vous cherchez, hein, que ce soit un if en colonne ou que ce soit un cupressus, vous pouvez le mettre pour ponctuer et puis accompagner, je veux dire, ce que vous voulez en dessous, quoi, vivace ou arbuste, mais ponctuer, c'est ce que je voulais dire. Aussi, dans votre gazon, vous avez envie, dans le peu que vous avez, de planter 2-3 arbres, et c'est là qu'il faut planter, moi je pense plutôt un cerisier, je veux dire, parce qu'un mirabellier, on trouve facilement des mirabelles, mais des cerises, on n'en trouve pas, il faut, ou les